10. Créer une présence menaçante. La stratégie de la dissuasion. Le meilleur moyen de repousser un agresseur est d'éviter la première attaque. Pour cela, vous devez avoir l'air plus dangereux que vous ne l'êtes en réalité. Forgez-vous une réputation. Vous êtes un peu cinglé, par exemple. Vous combattre? Cela n'en vaut pas la peine. Ou encore, vous avez la vengeance amère, etc. Pour vous créer cette réputation, vous devez la rendre crédible par quelques actes violents. Il vaut parfois mieux laisser planer le doute. Si votre adversaire n'est pas sûr de ce qu'un affrontement avec vous peut lui coûter, il ne cherchera pas à le savoir. Jouez sur les peurs et les angoisses innées des autres pour qu'ils y réfléchissent à 2 fois. Intimidation. Un jour ou l'autre, vous vous retrouverez face à des ennemis encore plus agressifs que vous. Des gens sans foi ni loi, déterminés à obtenir ce qu'ils veulent, quoi qu'il leur en coûte. Il serait stupide de vouloir les combattre frontalement. Ils sont doués pour la guerre et n'ont aucun scrupule. Vous avez toutes les chances de perdre. Mais vous irez aussi droit dans le mur si vous tâchez de détourner le problème en donnant à l'adversaire une partie de ce qu'il veut, en essayant de lui plaire et de l'apaiser. Montrer votre faiblesse, c'est l'inviter à l'attaque. Toutefois, ce n'est pas non plus une solution que de vous rendre sans vous battre et d'offrir à l'adversaire une victoire facile qui vous fera grincer des dents. Cela peut devenir une mauvaise habitude. Au lieu de vouloir éviter le conflit ou de vous plaindre de l'injustice qui fait loi en cette vallée de larmes, considérez cette alternative suivie depuis des siècles par des dirigeants militaires et des stratèges confrontés à des voisins violents et avides, l'intimidation. Cet art de la dissuasion se base sur 3 éléments de la nature humaine. Premièrement, les gens tendent à attaquer lorsque l'adversaire est faible et vulnérable. Deuxièmement, ils ne sont jamais vraiment certains de la faiblesse effective de l'adversaire. Cela dépend des signaux émis et du comportement passé et présent. Enfin, ils recherchent les victoires faciles, rapides et sans trop de pertes. C'est pourquoi ils guettent les faibles proies. La stratégie de la dissuasion consiste simplement à renverser cette dynamique, à modifier l'image faible et naïve que vous donnez de vous-même et à faire comprendre que la bataille contre vous n'est pas gagnée d'avance. Pour cela, il suffit en général de poser un acte fort qui brouille les pistes et laisse entendre à l'agresseur qu'il a pu se tromper. Peut-être êtes-vous effectivement vulnérable, mais ce n'est pas si sûr. Il suffit de masquer votre faiblesse pour déstabiliser l'adversaire. Un acte est beaucoup plus impressionnant que de grands discours ou des menaces à n'en plus finir. Il suffit de rendre coup pour coup, même de façon symbolique, pour faire comprendre que vous n'êtes pas un plaisantin. Les proies faciles sont suffisamment nombreuses et vulnérables pour que votre agresseur batte en retraite et s'attaque à quelqu'un d'autre. Ce mode de combat défensif est applicable aux batailles du quotidien. Il est parfois aussi désastreux d'essayer d'apaiser les gens que de les combattre. La stratégie de la dissuasion fait peur, vous protège d'une attaque et vous économise de l'argent autant que de l'énergie. Pour dissuader un adversaire, il faut savoir tromper son monde, manipuler les apparences et l'image que l'on donne de soi, autant de talents applicables à tous les aspects de la guerre du quotidien. Au final, si vous pratiquez correctement cet art, vous pouvez parvenir à vous construire la réputation de quelqu'un de dur et de digne de respect, qu'il faut craindre. Les obstructionnistes qui aiment à saper un travail s'y reprendront à 2 fois avant de s'attaquer à vous. Voici ci-dessous les 5 méthodes de base de la dissuasion et de l'intimidation. Elles sont toutes valables pour l'offensive, mais sont particulièrement efficaces en cas de défense, lorsque vous êtes en situation de vulnérabilité sur le point d'être attaqué. Elles sont tirées des expériences et des écrits des maîtres en ce domaine. Créer un effet de surprise par une manœuvre hardie. Le meilleur moyen de cacher ses faiblesses et de leurrer l'ennemi, afin qu'il ne passe pas à l'attaque, est de prendre le risque de le surprendre. Peut-être vous croyait-il vulnérable, mais désormais, le voilà face à quelqu'un de courageux et de confiant. Cela aura 2 effets positifs. D'une part, il pensera que votre manœuvre s'appuie sur des certitudes bien réelles,
Comment imaginer que vous soyez assez fou pour être aussi intrépide sans en avoir les moyens? Et d'autre part, il verra en vous des forces et des périls qu'il n'avait pas imaginés. Renverser la menace. Si vos adversaires vous considèrent comme quelqu'un qu'il faut bousculer, renversez la situation par un acte soudain, mais sans en faire trop, afin de leur faire peur. Faites peser une menace sur quelque chose d'important pour eux. Frappez au talon d'Achille, en sorte que cela fasse mal. Si cela les met en rage et les pousse à attaquer, prenez de la distance avant de frapper à nouveau, quand ils ne s'y attendent pas. Il faut montrer que vous n'avez pas peur et que vous êtes capable d'une brutalité insoupçonnée. Inutile d'aller trop loin, il suffit d'impressionner. Le but est de faire parvenir un message de menace et de faire comprendre à l'ennemi que vous êtes capable du pire. Montrez-vous imprévisible et irrationnel. Votre acte doit suggérer des tendances suicidaires, comme si vous n'aviez rien à perdre. Vous êtes prêt à tirer vos ennemis avec vous vers le fond en détruisant leur réputation au passage. C'est particulièrement efficace avec ceux qui ont beaucoup à perdre, des gens puissants de bonne réputation. Cela risque de coûter cher de vous combattre. Le conflit paraîtra brusquement beaucoup moins attirant. Attention, vous n'agissez pas sous le coup de l'émotion, ce serait une faiblesse. Vous insinuez simplement que vous êtes un peu irrationnel et que la fois suivante, vous serez capable de n'importe quoi. Un adversaire fou est terrifiant. Personne ne veut combattre quelqu'un d'imprévisible et qui n'a rien à perdre. Jouez sur la paranoïa naturelle des gens. Au lieu de menacer ouvertement votre adversaire, il vous faut agir indirectement, pour le faire réfléchir. Il faudra peut-être avoir recours à un intermédiaire pour lui transmettre un message. Par exemple, rapporter une histoire troublante qui lui donnera une idée de ce dont vous êtes capable. Ou alors, laissez-vous espionner, sans faire exprès, pour qu'il apprenne des choses inquiétantes. Il est beaucoup plus facile de faire croire à un ennemi qu'il a découvert ce que vous tramez contre lui que de le lui dire ouvertement. Une menace directe, il faudra bien l'exécuter un jour. Mais c'est autre chose que de laisser entendre que vous complotez dans l'ombre. La menace doit être voilée, incertaine. C'est alors que l'imagination s'emballe et qu'une attaque paraît véritablement dangereuse. Parez-vous d'une réputation effrayante. Vous pouvez jouer sur plusieurs tableaux. Faites-vous passer pour difficile, borné, violent, redoutablement efficace. Face à une image pareille, les gens reculent avant même d'avancer, vous considèrent avec un respect teinté de crainte. Pourquoi lutter contre quelqu'un qui a prouvé sa dureté et son âpreté? Quelqu'un d'intelligent et d'impitoyable. Pour vous forger cette image, il faudra vous montrer un peu dur, mais viendra le moment où la réputation seule suffira à dissuader. C'est une arme d'attaque qui pousse les gens à se soumettre avant même de vous avoir rencontré. Dans tous les cas, vous devez veiller à votre réputation, ne montrez aucune incohérence. La moindre faille la rendrait totalement inutile. Blesser les 10 doigts est moins efficace que d'en couper un seul. Mao Zedong, 1893-1976. La dissuasion et l'intimidation mises en pratique. 1. En mars 1862, moins d'un an après le début de la guerre de sécession, la situation des Confédérés n'était guère reluisante. Ils avaient perdu une série de batailles importantes, leurs généraux se chamaillaient entre eux, les troupes n'avaient pas le moral, et il n'y avait plus de nouvelles recrues. Comptant profiter de la faiblesse des sudistes, le général George B. McClellan marcha donc vers la côte de Virginie à la tête d'une grande armée. Il prévoyait ensuite de se diriger vers Richmond, à l'ouest, la capitale du Sud. Les troupes confédérées étaient suffisamment nombreuses dans la région pour repousser l'attaque de McClellan pendant 1 mois ou 2, mais des espions du Sud rapportèrent que les troupes de l'Union, stationnées près de Washington, étaient sur le point d'être transférées pour marcher vers Richmond. Si ces troupes rejoignaient McClellan, ainsi que Abraham Lincoln lui-même l'avait promis, il réussirait à prendre Richmond.
et si cette ville tombait, tout le Sud serait obligé de se rendre. Le général confédéré Stonewall Jackson était basé dans la vallée de la Shenandoah, en Virginie. Il dirigeait 3600 hommes, une troupe hétéroclite de rebelles qu'il avait recrutés et entraînés. Il était responsable de la défense de cette vallée fertile contre les troupes de l'Union présentes dans la région. Mais en réfléchissant au combat qui l'attendait, il élabora un plan beaucoup plus vaste. Jackson avait fait ses études à West Point avec McClellan. Il savait que sous ses dehors bravaches et impertinents, il était timide et angoissé. Il avait toujours peur de faire une erreur. McClellan avait 90 000 hommes prêts à marcher sur Richmond. C'était quasiment le double des forces confédérées. Mais Jackson savait que pour se battre, McClellan attendrait d'avoir encore plus d'hommes. Il n'attaquerait pas avant l'arrivée des renforts promis par Lincoln. Lincoln, cependant, n'enverrait pas de force à cet endroit s'il estimait qu'elles étaient plus utiles ailleurs. La vallée de la Shenandoah était au sud-ouest de Washington. Si Jackson pouvait troubler la situation ici, cela couperait court au plan de l'Union et permettrait peut-être aux sudistes d'échapper au désastre. Le 22 mars, les espions de Jackson lui rapportèrent que les 2/3 de l'armée de l'Union, qui était en attente dans la vallée de la Shenandoah, sous le commandement du général Nathaniel Banks, s'apprêtaient à se diriger vers l'est pour rejoindre McClellan. Bientôt, une armée près de Washington, menée par le général Irvin McDowell, allait elle aussi marcher sur Richmond. Jackson ne perdit pas de temps. Il conduisit rapidement ses troupes vers le nord pour attaquer les soldats de l'Union restés dans la vallée, près de Kernstown. La bataille fut terrible, et à la fin de la journée, les soldats de Jackson furent obligés de battre en retraite. Ils maudissaient amèrement le jour où ils s'étaient engagés. En sous-effectif de moitié, ils avaient souffert de pertes terribles. Mais Jackson, impossible à cerner, semblait étrangement satisfait. Quelques jours plus tard, il reçut la nouvelle qui l'attendait. Lincoln avait ordonné à Banks de ramener son armée dans la vallée et à McDowell de rester là où il était. La bataille de Kernstown avait suffisamment attiré son attention pour l'inquiéter. Pas beaucoup, mais assez. Lincoln ne savait pas de quoi Jackson était capable. Il n'avait aucune idée non plus de la taille de son armée. Il voulait avant tout pacifier la vallée de la Shenandoah. Ce n'est qu'ensuite qu'il enverrait Banks et McDowell. McClellan fut obligé de se plier à cette logique. Même s'il avait suffisamment d'hommes pour marcher sur Richmond sans plus tarder, il voulait attendre les renforts qui lui assureraient la victoire. Après Kernstown, Jackson se retira dans le sud, loin de Banks, et garda un profil bas pendant quelques semaines. Au début du mois de mai, pensant que la vallée de la Shenandoah avait été sécurisée, Lincoln envoya McDowell sur Richmond et Banks se prépara à le rejoindre. Encore une fois, Jackson était prêt. Il mena ses troupes de façon surprenante, d'abord à l'est vers McDowell, puis à l'ouest vers la vallée. Ces hommes eux-mêmes ne comprenaient pas la stratégie de leur chef. Troublé par ces étranges manœuvres, Lincoln imagina, sans avoir le moyen d'en être sûr, que Jackson se dirigeait vers McDowell pour le combattre. Il arrêta encore une fois McDowell dans sa marche vers le sud, garda la moitié de l'armée de Banks dans la vallée et envoya l'autre moitié aider McDowell à se défendre contre Jackson. Brusquement, les plans de l'Union, qui semblaient parfaits, étaient ruinés. Les troupes étaient trop dispersées pour se soutenir. Jackson n'avait plus qu'à porter le coup de grâce. Il rejoignit d'autres divisions confédérées de la région et, le 24 mai, marcha vers l'armée de l'Union qui restait dans la vallée, désormais divisée et dangereusement diminuée. Jackson manœuvra sur le flanc et envoya ses hommes vers le nord, en direction du fleuve Potomac. Cette poursuite fit souffler un vent de panique sur Washington. Ce général, maintenant terrifiant, était à la tête de forces qui semblaient avoir doublé en une nuit et qui se dirigeaient vers la capitale. Edwin Stanton, ministre de la guerre, télégraphia au gouverneur du Nord pour les alerter de la menace afin qu'ils réunissent des troupes et défendent la cité.
Des renforts arrivèrent rapidement pour stopper cette avancée des Confédérés. Parallèlement, Lincoln, déterminé à neutraliser Jackson une fois pour toutes, ordonna à la moitié de l'armée de McDowell de se joindre à eux pour éliminer ce fléau, tandis que l'autre moitié retournerait à Washington pour sécuriser la capitale. McClellan n'avait d'autre choix que d'obéir. Une nouvelle fois, Jackson se replia, mais son plan avait désormais fonctionné à merveille. En 3 mois, avec une poignée de 3600 hommes, il avait éparpillé 60 000 ennemis, gagné du temps pour coordonner la défense de Richmond et totalement inversé le cours de la guerre. Interprétation. L'histoire de Stonewall Jackson dans la vallée de la Shenandoah est l'exemple d'une vérité universelle. À la guerre, et dans la vie en général, l'essentiel ne se situe pas forcément dans le nombre d'hommes, ni dans les ressources dont vous disposez, mais dans l'image que vous donnez à l'ennemi. S'il vous croit faible et vulnérable, il est agressif, ce qui risque de vous mettre en grande difficulté. S'il a brusquement l'impression d'être en face de quelqu'un de fort, d'imprévisible ou qui a des ressources cachées, il bat en retraite et mûrit sa décision. Le fait de l'obliger à changer ses plans et à se montrer plus prudent peut altérer le cours même de la guerre. Il y a toujours des choses que vous ne contrôlez pas. Il n'est pas toujours possible de rassembler une grande armée et de combler toutes vos lacunes, mais gardez le contrôle de l'image que vous donnez de vous. Jackson modifia d'abord l'opinion que l'armée de l'Union se faisait de lui par son attaque audacieuse de Kernstown, qui poussa Lincoln et McClellan à penser que ses troupes étaient plus nombreuses qu'en réalité. Pour eux, nul général ne serait assez fou pour n'envoyer que 3600 hommes contre l'armée de l'Union. Si Jackson était plus fort que prévu, ils avaient besoin de renforts dans la vallée de la Shenandoah, ce qui diminuait les troupes disponibles pour attaquer Richmond. Jackson adopta ensuite un comportement incohérent, faisant croire qu'il avait non seulement de nombreuses troupes, mais aussi un plan machiavélique. Lincoln et McClellan, perplexes, s'arrêtèrent, bloqués, et divisèrent leurs forces pour parer à tous les dangers. Pour finir, Jackson lança une seconde attaque audacieuse. Il n'avait pas assez d'hommes pour représenter une véritable menace pour Washington, mais Lincoln ne pouvait pas le savoir. En vrai magicien, Jackson épouvanta la capitale avec une armée ridiculement petite. Pour contrôler l'image que les gens ont de vous, vous devez jouer sur les apparences, les induire en erreur. Comme Jackson, le mieux est d'être audacieux, imprévisible et incohérent, et d'agir avec témérité en situation de faiblesse ou de danger. Cela distrait l'adversaire qui ne voit plus les failles et craint de n'avoir pas été assez prudent. En outre, lorsque votre ennemi ne comprend pas votre comportement, vous n'en paraissez que plus puissant. Vous intriguez et inquiétez. Vous inspirez le respect. C'est le plus sûr moyen de déstabiliser les adversaires. Maintenus à distance, ils seront incapables de voir à quel point ils ont été bluffés et les agresseurs se retireront. L'apparence que vous donnez à voir, celle de quelqu'un avec qui on ne plaisante pas, devient alors réalité. 2. Édouard Ier d'Angleterre était au XIIIe siècle un roi guerrier déterminé à conquérir toutes les îles britanniques. Il commença par forcer les Gallois à se soumettre. Cela fait, son attention fut attirée par l'Écosse. Il fit le siège de villes et de châteaux et réduisit en cendres ceux qui avaient osé lui résister. Il redoubla de brutalité contre les Écossais qui se battaient comme des lions. Parmi eux, le célèbre Sir William Wallace. Il les pourchassa et les fit torturer et exécuter en place publique. Un seul seigneur écossais échappait encore à Édouard, Robert de Bruce, 1274-1329, comte de Carrick, qui avait trouvé refuge dans son château reculé dans le nord de l'Écosse. Édouard captura donc la famille et les amis du rebelle, assassina les hommes et emprisonna les femmes dans des cages. Bruce reste atterré dans son château. En 1306, il se couronna lui-même roi d'Écosse. Il était prêt à tout pour se venger d'Édouard et bouter les Anglais hors du pays. Apprenant cela,
Édouard redoubla de détermination pour enfin en finir avec ces guerres d'Écosse. Mais il mourut en 1307, laissant sa tâche inachevée. Son fils Édouard II n'était pas assoiffé de sang comme son père. Édouard Ier lui avait laissé une île sécurisée. Le nouveau roi ne s'inquiétait guère de l'Écosse. L'Angleterre était beaucoup plus riche, ses armées bien équipées, bien nourries, bien payées et expérimentées. Les dernières guerres avaient fait des Anglais les soldats les plus redoutés d'Europe. Édouard II était libre de partir en guerre quand il le voulait contre les Écossais, dont les armes et les armures ne valaient pas grand-chose. Il était tout à fait certain de pouvoir maîtriser Robert de Bruce. Quelques mois à peine après le couronnement d'Édouard II, Bruce reprit aux Anglais quelques châteaux écossais et les détruisit. Lorsqu'Édouard envoya des troupes, Bruce refusa le combat et trouva refuge dans la forêt avec sa petite armée. Édouard envoya des renforts pour sécuriser les places anglaises en Écosse et pour se venger de Bruce, mais les soldats écossais se mirent brusquement à faire des incursions en Angleterre. Très mobiles, ces pirates à cheval dévastèrent le nord des campagnes anglaises, brûlèrent les récoltes et massacrèrent le bétail. La guerre en Écosse finissait par coûter cher. Les soldats furent rappelés. Mais Édouard n'avait pas dit son dernier mot. Quelques années plus tard, il retenta sa chance. Une armée anglaise s'introduisit assez loin en Écosse, mais une fois encore, en guise de réponse, des soldats écossais entrèrent de même en Angleterre, semant la terreur dans les propriétés et les fermes. Même sur ses propres terres en Écosse, l'armée de Bruce brûla les récoltes de la paysannerie afin d'affamer les Anglais qui s'y trouvaient. Comme précédemment, ceux-ci s'épuisèrent à pourchasser Bruce, en vain. Les Écossais refusaient systématiquement de se battre. Installés dans leur camp, les soldats anglais entendaient les cornemuses et les cors écossais en pleine nuit, ce qui les empêchait de dormir. Affamés, épuisés, à bout de nerfs, ils se replièrent finalement au nord de l'Angleterre pour ne trouver que des terres dévastées. Le moral des troupes s'effondra. Personne ne voulait plus combattre l'Écosse. Les châteaux tombaient aux mains de Robert de Bruce, les uns après les autres. En 1314, les Écossais engagèrent finalement un combat direct avec les Anglais lors de la bataille de Bannockburn et les battirent à plate couture. Ce fut une défaite terriblement humiliante pour Édouard II, qui jura de se venger. En 1322, il décida d'en finir une fois pour toutes avec Bruce au moyen d'une campagne féroce, digne de son père. Il organisa et mena lui-même la plus grande armée jamais réunie pour combattre les Écossais rebelles. Édouard parvint jusqu'au château d'Édimbourg. Là, il envoya des hommes chercher du ravitaillement dans la campagne. Ils revinrent avec un taureau famélique et un chariot vide. La dysenterie décima les troupes anglaises. Édouard fut forcé de reculer, et lorsqu'il atteignit enfin le nord de l'Angleterre, il constata que les Écossais avaient une fois de plus rasé les champs, plus férocement que jamais. La faim et la fatigue eurent raison des derniers soldats qui restaient. Cette campagne fut un tel désastre qu'une rébellion éclata parmi les vassaux d'Édouard. Il s'enfuit, mais fut rattrapé et exécuté en 1327. L'année suivante, le fils d'Édouard II, Édouard III, négocia un accord de paix avec les Écossais. Il leur donna leur indépendance et reconnut la légitimité de Robert de Bruce, roi d'Écosse. Interprétation. Les Anglais pensaient pouvoir prendre l'Écosse en toute impunité, dès qu'ils le voulaient. Les Écossais étaient mal équipés, leurs dirigeants très divisés. Face à de telles faiblesses, comment auraient-ils pu se défendre d'une conquête anglaise? Robert de Bruce essaya de parer l'imparable et inventa une nouvelle stratégie. Lorsque les Anglais attaquèrent, il refusa la confrontation. Il aurait irrémédiablement perdu. Il frappa indirectement mais sur des points sensibles et fit subir aux Anglais ce que ces derniers faisaient subir aux Écossais, la ruine du pays. Il continua à leur rendre œil pour œil et dent pour dent, jusqu'à ce que les Anglais comprennent qu'à chaque fois qu'ils attaqueraient l'Écosse, ils en paieraient le prix. Ils perdaient des terres fertiles,
était constamment harcelé et combattait dans d'atroces conditions. Les Anglais perdirent ainsi progressivement le goût de la bataille et finirent par se rendre. L'essence de la stratégie de la dissuasion est la suivante. Lorsqu'un adversaire vous attaque ou vous menace, vous devez lui faire comprendre qu'il souffrira en retour. Il est peut-être plus fort et capable de vaincre, mais vous lui ferez payer très cher chacune de ses victoires. Au lieu de l'affronter directement, frappez un point sensible. Il doit comprendre qu'il souffrira à chacune de ses attaques, même relativement peu. Pour qu'il cesse d'être harcelé, il devra cesser de vous harceler. Vous êtes la guêpe qui lui tourne autour. Mieux vaut qu'il prenne la fuite et vous laisse en paix. 3. Par un matin de l'année 1474, le roi Louis XI, 1423-1483, surnommé l'universel à règne, pour ses manières d'intrigant et de comploteur, se lança dans une diatribe véhémente à l'encontre du duc de Milan. Les courtisans présents ce jour de janvier écoutèrent ébahis ce roi d'habitude prudent et silencieux étaler ainsi ses soupçons. Même si le père du duc avait été un ami, on ne pouvait faire confiance au fils. Il travaillait contre la France et violait le traité signé par les deux pays. Le roi monologua longuement. Peut-être faudra-t-il passer à l'action pour calmer ce présomptueux. Du coin de l'œil, les courtisans aperçurent, consternés, un inconnu qui s'éclipsait discrètement. C'était Christophe de Bollatte, ambassadeur de Milan en France. Bollatte avait été chaleureusement accueilli par le roi plus tôt dans la matinée, puis s'était effacé. Louis avait probablement oublié qu'il était là. Avec cette diatribe du roi, la France courait droit à l'incident diplomatique. Plus tard dans la journée, Louis invita Bollatte dans ses appartements privés et, paraissant dans son lit, entama aimablement la conversation. Comme la discussion dérivait vers la politique, le roi se déclara partisan du duc de Milan. Il était prêt à tout pour l'aider à étendre son pouvoir. Puis il demanda « Dites-moi, Christophe, vous a-t-on rapporté ce que j'ai dit ce matin en conseil? Avouez-moi la vérité. N'y a-t-il pas eu un courtisan pour vous le dire ?» Bollatte reconnut qu'il se trouvait lui-même dans la pièce pendant le violent discours du roi et qu'il avait tout entendu de ses propres oreilles. Il ajouta que, contrairement à ce que le roi avait eu l'air de croire, le duc de Milan était un fidèle allié de la France. Louis répondit qu'il avait eu des doutes au sujet du duc et avait des raisons d'être en colère. Mais il changea immédiatement de sujet pour passer à une conversation plus légère, et Bollatte finit par prendre congé. Le lendemain, le souverain envoya 3 conseillers voir Bollatte. Était-il bien installé dans ses appartements? Était-il satisfait du traitement qu'il recevait? Y avait-il quelque chose à faire qui améliorerait son séjour à la cour de France? Ils voulurent aussi savoir s'il transmettait les mots du roi au duc. Car le roi, dirent-ils, considérait Bollatte comme un ami, un confident. Il lui avait pratiquement livré son cœur. Tout cela n'avait guère d'importance, et Bollatte ferait mieux de tout oublier. Évidemment, ni les conseillers, ni les courtisans, ni Bollatte ne savaient que le roi avait délibérément monté l'affaire. Louis était certain que cet ambassadeur perfide, qui n'était pas un ami, et encore moins un confident, rapporterait en détail tout ce qui avait été dit. Il savait que le duc était un traître, et le roi voulait le mettre en garde de façon détournée. Visiblement, le message était passé. Le duc de Milan fut loyal au royaume de France pendant de longues années. Interprétation. L'universel à règne savait prendre de l'avance. Dans ce cas-là, il avait compris que s'il parlait à l'ambassadeur de ses inquiétudes au sujet du duc en termes choisis et diplomatiques, ces mots n'auraient aucun poids. Ils auraient sonné comme des pleurnicheries de fillettes. Et à l'inverse, s'il exprimait ouvertement sa colère à l'ambassadeur, il aurait eu l'air de perdre son sang-froid. Un coup direct et facile apparaît. Le duc aurait murmuré quelques phrases pour le rassurer, mais rien ne l'aurait empêché de le trahir.
En faisant peser une menace indirecte sur le duc, Louis XI fit passer le message de façon beaucoup plus efficace. La colère du roi de France était d'autant plus inquiétante que le duc n'était pas censé la connaître. Cela signifiait qu'il projetait quelque chose et ne souhaitait pas que cela arrive aux oreilles du duc. Il fit parvenir son message de manière implicite afin que le duc se sente menacé et modère ses intentions. Lorsqu'on est soumis à une attaque, on est tenté de s'échauffer, de supplier les agresseurs d'arrêter et de proférer les pires menaces s'ils continuent. C'est se mettre en position de faiblesse. On révèle ses peurs comme ses intentions et les mots dissuadent rarement l'adversaire. Il est beaucoup plus efficace d'envoyer un message par une tierce personne ou de le révéler par une manœuvre indirecte. Ainsi, vous signalez à votre ennemi que vous êtes déjà passé à l'acte sans qu'il le sache. La menace doit rester voilée. Si l'adversaire ne peut savoir vos véritables intentions, il lui faudra imaginer le reste. Il comprendra que vous êtes calculateur et fin stratège, et cela aura l'effet d'une douche froide. Il n'aura plus guère envie de savoir de quoi vous êtes capable. 4. Au début des années 1950, John Boyd, 1927-1997, se distingua en tant que pilote de chasse lors de la guerre de Corée. Au milieu de la décennie, il était l'instructeur de vol le plus respecté de la Nellis Air Force Base, dans le Nevada. Il était pratiquement imbattable en combat aérien, tellement bon qu'on lui demanda de réécrire le manuel de tactique du pilote de chasse. Il avait développé un style qui démoralisait et terrorisait l'ennemi. Il savait se mettre dans la tête de son adversaire et altérer sa réactivité. Boyd était un homme intelligent et courageux. Mais aussi nombreux que fussent ses entraînements, ses talents et ses combats à mort avec l'ennemi, rien ne l'avait préparé aux trahisons, aux manœuvres politiques et aux luttes intestines du Pentagone, où il fut nommé en 1966 pour contribuer à la mise au point d'un nouvel avion de chasse ultra-léger. Le major Boyd s'aperçut vite que les bureaucrates du Pentagone étaient plus intéressés par leur carrière que par la défense de leur pays. Ils s'attachaient plus à satisfaire un entrepreneur qu'à mettre au point le meilleur des avions de chasse. L'équipement technologique qu'ils se procuraient n'était souvent pas approprié. En bon pilote, Boyd s'était entraîné à considérer chaque situation comme une sorte de bataille. Cette fois encore, il décida de transférer ses talents de combattant dans la jungle du Pentagone. Il intimiderait, découragerait et finirait par vaincre ses adversaires. Boyd pensait qu'un avion de chasse aérodynamique, du type de celui qu'il était en train de mettre au point, pourrait battre n'importe quel avion au monde. Mais les entrepreneurs détestaient ce modèle car il était peu coûteux. Ils n'employaient pas la technologie qu'ils essayaient de développer. En outre, les collègues de Boyd au Pentagone avaient leurs propres projets en tête. Tous étaient en concurrence sur le même budget. Ils étaient prêts à tout pour saboter ou modifier le projet de Boyd. Il développa sa stratégie de défense. Extérieurement, il semblait un peu idiot. Il ne portait que des costumes miteux, fumait des cigares infects et avait l'air un peu sauvage. Il ressemblait à n'importe quel pilote de chasse, un peu nerveux, promu trop vite et trop tôt. Mais derrière ces apparences trompeuses, il contrôlait le moindre détail. Il s'assura d'en savoir plus que ses adversaires. Il était capable de citer des statistiques, des études et des théories d'ingénierie pour soutenir son projet et pointer du doigt les failles de ceux des autres. Les entrepreneurs arrivaient aux réunions avec des plans mirifiques développés par leurs meilleurs ingénieurs. Ils faisaient un discours enthousiaste qui épatait les généraux. Boyd écoutait poliment, prenait l'air impressionné, puis, soudain sans prévenir, passait à l'attaque. Là, il démontait leurs merveilleux projets, soulignait les incohérences et dénonçait la tromperie. Et plus ils protestaient, plus Boyd réduisait leurs plans à néant. Surpassés par un homme qu'ils avaient grossièrement sous-estimé, les entrepreneurs quittaient souvent les réunions en jurant de se venger. Mais que faire? Il avait déjà mis leurs projets à terre et ridiculisé leurs propositions.
Ils avaient été démasqués et en avaient perdu toute crédibilité. Il fallait accepter cette défaite. Ils apprirent à éviter Boyd. Au lieu d'essayer de le saboter, ils espéraient qu'il se saboterait tout seul. En 1974, Boyd et son équipe finirent le projet du nouvel avion de chasse sur lequel ils avaient travaillé. Il était à peu près sûr qu'il serait approuvé. Mais la stratégie de Boyd comprenait la mise en place d'un réseau d'alliés dans différents départements du Pentagone, et ses hommes lui rapportèrent qu'il y avait quelques généraux 3 étoiles qui le haïssaient et qui avaient prévu de faire échouer le projet. Il le laisserait obtenir les différentes approbations nécessaires, mais à la réunion finale, il saboterait le projet, comme il l'avait toujours voulu. Et puisque ce projet était monté si haut, on ne pourrait pas les accuser de ne pas lui avoir laissé sa chance. En plus de son réseau d'alliés, Boyd s'était toujours assuré d'avoir un protecteur puissant. Ce n'était pas compliqué à trouver. Dans un environnement politique comme le Pentagone, il y avait toujours un général ou de puissants officiels dégoûtés par le système. Ils étaient ravis d'être les protecteurs secrets de Boyd. Pour l'occasion, celui-ci en appela à son protecteur le plus puissant, le ministre de la Défense, James Schlesinger. Ce dernier approuva personnellement le projet. Lors de la réunion avec les généraux, qui buvaient du petit lait à l'idée de se débarrasser enfin de lui, Boyd déclara : « Messieurs, le ministre de la Défense m'autorise à vous informer que cette réunion n'a pas pour but de prendre une décision. C'est une simple réunion d'information. » Il précisa que le projet avait déjà été approuvé. Il le présenta donc, longuement, prenant un malin plaisir à remuer le couteau dans la plaie. Il voulait les humilier et leur montrer à qui ils avaient affaire. Sa formation de pilote de chasse avait incité Boyd à prendre de l'avance sur ses adversaires. Il fallait les surprendre par une manœuvre inattendue et paralysante. Il sut adapter cette stratégie aux querelles bureaucratiques du Pentagone. Lorsqu'un général lui donnait un ordre, dans le but évident de ruiner les plans de son avion de chasse ultra-léger, il souriait, opinait du chef et disait « Messieurs, je serais ravi de suivre cet ordre, mais j'ai besoin d'une demande écrite. » Or, les généraux préféraient largement donner leurs ordres de vive voix pour se couvrir au cas où les choses tourneraient mal. Pris au dépourvu, ils n'avaient pas le choix. Il fallait laisser tomber l'ordre ou faire une demande écrite qui, si elle était publiée, les ridiculiserait. Ils étaient piégés. Après quelques années aux côtés de Boyd, les généraux et leurs sous-fifres apprirent à l'éviter, lui et ses abominables cigares, ses sophismes et ses tactiques sournoises. Désormais tranquille, il mena à bien ses plans pour le F-15 et le F-16, ce malgré les lourdeurs administratives du Pentagone. L'aviation américaine est encore marquée de son empreinte, car il mit ainsi au point les 2 avions de chasse les plus célèbres et les plus efficaces. Interprétation. Boyd comprit très vite que son projet n'était guère populaire et qu'il devait être prêt à rencontrer des obstacles et des opposants sur son chemin. S'il décidait de combattre tout le monde, chaque entrepreneur et chaque général, il mourrait d'épuisement. Boyd était un stratège de haut vol. Ses théories jouèrent un rôle majeur lors de l'opération Tempête du désert contre l'Irak en 1991. Un stratège ne rend jamais coup pour coup. Il sonde les faiblesses de l'ennemi. Un système colossal comme le Pentagone a forcément ses failles. Boyd sut les localiser. Ceux qui le côtoyaient là-bas voulaient à tout prix plaire et être aimés. C'étaient des politiciens, soucieux avant tout de leur réputation. En outre, ils étaient très occupés et n'avaient pas de temps à perdre. La stratégie de Boyd était simple. Sur le long terme, il allait se construire la réputation de quelqu'un de difficile, voire de méchant. Un problème avec Boyd signifiait un combat public et sale qui souillait une réputation et faisait perdre du temps, ce qui n'est jamais bon en politique. Boyd se transforma ainsi en une sorte de porc-épic. Aucun animal ne veut s'approcher d'une créature qui cause tant de dommages, aussi petite soit-elle. Même les tigres la laissent en paix. Une fois en paix,
Boyd gagna donc du pouvoir et vécut assez longtemps pour voir voler les F-15 et F-16. Boyd savait que la réputation est une clé qui ouvre de nombreuses portes. La vôtre n'est peut-être pas assez impressionnante. Après tout, il faut s'adapter aux circonstances, faire de la politique, avoir l'air gentil et accommodant. En général, cela fonctionne, mais en période de danger, il n'est pas bon d'avoir l'air trop aimable. Cela sous-entend que vous pouvez être malmené, découragé, manipulé. Si vous n'avez jamais rendu un coup auparavant, aucune menace ne sera crédible. Il est très important que les gens sachent que, si nécessaire, vous savez vous montrer méchant et sournois. Quelques démonstrations claires et violentes suffiront. Une fois que les gens vous considéreront comme un vrai dur, ils n'approcheront plus sans crainte. Et comme le disait Machiavel, mieux vaut être craint qu'aimé. Image, le porc-épic. Il a l'air un peu bête, un peu lent, on dirait une proie facile. Mais lorsqu'il est menacé ou attaqué, il dresse ses piquants. Si on le touche, on est sûr d'être blessé. Et lorsqu'on essaie d'extraire les piquants, il ne s'enfonce que plus profondément dans la chair. Ceux qui ont déjà eu affaire à un porc-épic apprennent à ne jamais recommencer. Et même sans en avoir fait l'expérience, la plupart des gens savent l'éviter et le laisser tranquille. Autorité. Ainsi, outre l'avantage que vous aurez de faire savoir promptement toutes vos volontés à votre armée entière, dans le même moment, vous aurez encore celui de lasser votre ennemi, en le rendant attentif à tout ce qu'il croit que vous voulez entreprendre, de lui faire naître des doutes continuels sur la conduite que vous devez tenir et de lui inspirer d'éternelles frayeurs. Sun Tzu, IVe siècle avant Jésus-Christ. A contrario, le but d'une stratégie de dissuasion est de décourager l'attaque. Une action ou une présence menaçante sont en général suffisantes. Toutefois, dans certaines situations, on atteint le même objectif en faisant l'idiot et le modeste. Donnez-vous l'air inoffensif, battu d'avance, et les gens vous laissent parfois tranquille. Une image de bonnet peut vous faire gagner du temps. C'est ainsi que Claude survécut au monde traître et violent de la politique romaine et qu'il parvint au trône impérial. Il avait l'air trop inoffensif pour que l'on s'en inquiète. Mais cette stratégie demande de la patience et n'est pas sans risque. Vous serez l'agneau parmi les loups. En général, il faut toujours garder ces tentatives d'intimidation sous contrôle. Ne vous laissez pas emporter par l'ivresse que vous donne le pouvoir de faire peur. C'est une défense en temps de danger, pas un moyen d'attaque. Sur le long terme, à trop effrayer les gens, vous vous créez des ennemis. Et si vous n'étoffez pas votre réputation de quelques belles victoires, vous perdrez toute crédibilité. Si votre adversaire est suffisamment en colère pour décider de jouer le même jeu que vous risquez d'entrer dans une escalade de violence et une guerre de représailles. Cette stratégie est à employer avec précaution.